vous remercier d'être là. Je veux dire que je suis très heureuse. Vous savez de quoi je parle, Madame Rabin, Daniel, Pierre Daniel et René Marchand. Cette séance n'a pas une thématique commune, puisque nous recevons deux historiennes, Madame Danielle Yankou-Lagou, Madame Renée Trévas-Soussan et Madame le rabbin Pauline Pèbre. Deux historiennes, un rabbin. On aurait pu parler de l'histoire, sur notre religion. En fait, les historiennes vont parler d'histoire. Et Madame le rabbin, nous allons avec vous, à partir de votre ouvrage, Le cœur au bout des doigts, parler de façon philosophique et poétique d'un rapport à l'existence. Alors, on ne va pas non plus mettre cette séance sous un concept commun de féminisme, parce que trois femmes, à moi, qui m'a demandé de présenter parce que je suis du même genre. Et je me suis dit que ce concept pouvait être employé, mais comme on a dit tout à l'heure, le féminisme moderne, de temps en temps, nous ridiculise un petit peu. Et femmes, intellectuelles et rabbins, on va le poser comme si c'était quelque chose qui n'était pas évident qu'on puisse être femme et intellectuelle. Donc j'aimerais qu'on le problématise un petit peu, mais je ne sais pas. Je vais pour commencer. Oui. Oui, mais bon. Il y a. Pour soutenir cette problématique qui nous réunit et dont le but était de réunir des femmes, je vais vous lire ce tout petit texte de Madame le rabbin. Femme rabbin, ces deux mots mis, posés ensemble comme s'ils étaient incongrus, presque comme un phénomène de foi. Un peu plus loin, femme, je ne l'ai pas choisi, rabbin l'autorité pour telle et telle raison, et suivi un rire gêné de l'incongruité de la question. Voilà. Daniel Yankou et René Trévas-Soussan, vous, les femmes et intellectuelles, est-ce que... Moi, je voudrais d'abord aller dans le sens que tu as dit, mais auparavant, je voudrais dire deux choses. J'avais prévu un PowerPoint pour vous montrer avec des images ce que sont les femmes intellectuelles et leur rôle dans le monde. Malheureusement, je suis obligée d'improviser puisque on n'a pas trop bien compris et il n'y a pas d'ordinateur. J'ai bien une clé, mais il n'y a pas d'ordinateur. Il y a un vidéoprojecteur, mais voilà. Donc, je vais improviser, ce n'est pas grave. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand j'ai reçu le libellé de la demande, à savoir femmes intellectuelles et juives, moi aussi j'ai été un petit peu heurtée parce qu'il n'y a pas que des intellectuelles femmes qui jouent un rôle dans la société. Toutes les femmes jouent un rôle, chacun a sa place, chacune a sa place. Mais la demande était... de Daniel, qui n'est pas une intellectuelle. Voilà, donc, précisément, je vais passer la parole. Donc, voilà ce que je voulais dire pour aller dans la problématique posée. Oui. C'est une voilà. Posez-le sur le menton et ça marche. Posez-le sur le menton. Voilà. Oui, je disais que quand en réalité, je n'ai même pas été sollicitée, je me suis trouvée programmée.
Et Régine, placée dans ce programme, est une femme du Moyen-Âge, on en parlait tout à l'heure, mais elle n'a pas été spécialement intellectuelle. C'était une femme peut-être de pouvoir, très riche, mais je vais développer. Voilà. Oui, oui, oui. Pauline Bert, vous vouliez tout de suite nous dire ce que vous pensez de ces idées? Oui, c'est toujours intéressant de séparer les choses, parce que moi, pour savoir si une formulation est sexiste ou pas, en fait, je remplace femme par homme. Donc, oui, je me dis, est-ce qu'il y aurait une conférence homme et intellectuelle? Je ne suis pas sûre. Et d'autre part, au fond, quand on utilise le mot intellectuel, c'est en général pour le mettre au-dessus d'une autre catégorie. Et moi, ça me pose question parce que, précisément dans le judaïsme, il n'y a pas de séparation entre l'émotion et l'intellect, puisque c'est le mot lèvre en hébreu, qui est le cœur, traduit par cœur, mais c'est le siège à la fois des émotions et des pensées. Et c'est intéressant parce que, plutôt je vais tout de suite développer de manière philosophique, puisque dans la philosophie grecque, on oppose l'émotion et la pensée, et on dit que les idées, donc le monde intellectuel, c'est un monde supérieur au monde matériel. Surtout chez Platon, par exemple, où il dit qu'on doit se détacher de tout ce qui est matériel pour arriver aux idées, donc au monde supérieur. Et chose intéressante aussi, chez Platon, les hommes doivent faire ce parcours, et les femmes en sont... ça leur est impossible, parce qu'ils pensent que les femmes font partie du monde matériel. Et donc elles ne peuvent jamais accéder à ce monde des idées. Et c'est intéressant parce que si on est dans le judaïsme, dans la pensée juive, on ne doit pas placer l'intellect au-dessus ou même séparer du matériel. On ne doit pas faire cette distinction. Et du coup, forcément, hommes et femmes peuvent aller librement d'un monde à l'autre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Daniel, vous voulez bien commencer? Je vais vous faire une petite présentation et je vous passe la parole. Merci, Daniel. Alors, vous êtes, mais je crois que Charles a déjà des rédacteurs de mérite, au CNRS. On peut aller plus vite. Voilà, on peut s'en dispenser. Alors, je vais quand même rajouter que vos champs de recherche sont la prosopographie. Ça me permet de dire ce que c'est. C'est l'étude des biographies de personnes appartenant à une catégorie spécifique de la société. Et c'est exactement ce que vous faites dans votre ouvrage, Daniel. Oui, hein, c'est ça. Et ensuite, vous avez beaucoup travaillé sur la vie culturelle et des élites juives et néophytes. La moitié du 15e, 14e, 15e siècle, moitié du 16e siècle. Bon, et votre thèse d'État, c'était sous la direction de Georges Duby, et elle portait sur régime. C'est-à-dire que je vais développer, n'est-ce pas? Vous voulez plus que je parle de vous? Non, je vais quand même dire que vous êtes fait partie de l'Académie des lettres de Montpellier, hein? Bon. Que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, dont avec Carole aussi, sur les Juifs du Midi, une histoire millénaire. Vous avez écrit sur les Juifs de Provence. Votre thèse, c'était Juifs et néophytes en Provence, sous la direction donc, du grand Georges Duby. Et vous avez aussi être juif en Provence au temps du roi René. Et cet ouvrage, en fait, c'est la reprise de... C'est pas la reprise, c'est plutôt la continuité de votre thèse lorsque ensuite vous avez rencontré Bonnet de Latte, qui fut le mari juif de Régine, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, que dire d'autre? Je crois que je vais vous passer la parole. Je crois que vous dites vous-même dans votre ouvrage que c'est grâce à ces récits croisés de la vie de Régine et de Bonnet de Latte que vous avez pu poser un miroir sur cette épopée des Juifs et des néophytes provençaux, comme je l'ai dit tout à l'heure
de la fin du 15e, du milieu du 15e au milieu du 16e siècle. Et donc, vous allez un peu nous éclairer sur ces deux personnages. Je dis personnages comme si c'était un roman, mais c'est pas tout à fait. Ils ont eu une vie de roman, vraiment. Voilà. Paula Jacques, tout à l'heure, a parlé d'un cadeau du ciel à propos de la motivation qu'elle a eue pour écrire un bouquin. Moi, je dois dire que le document que j'ai trouvé en 1984 à Aix-en-Provence sur Régine Abraham a été le déclenchement, le détonateur d'une aventure incroyable, parce que de 1984 à 2017, quand ce livre est sorti, s'est écoulé beaucoup de temps. Et c'est un thème qui m'a passionnée et que ma famille a suivi, puisque Régine, voilà, je l'ai rencontrée, je collectais des contrats de mariage, je travaillais sur le mariage juif en Provence au Moyen-Âge à partir d'une documentation latine, des documents notariés. Et à un moment donné, je suis tombée sur un mariage, celui de Régine Abraham, fille d'un chirurgien juif de Draguignan, richissime, qui l'a doté de 2000 florins, de quoi acheter 10 maisons à l'époque, ce qui le rangeait parmi les personnages de cour, véritablement. Et ce contrat de mariage était impressionnant par le montant total et par les deux familles qui s'habillaient. Régine Abraham est promise, parce qu'à l'époque, c'était les pères qui décidaient de la destinée des filles. Il prévoyait pour sa fille bonnet de latte, de lointaine origine languedocienne. Hein, Latte, c'est tout près de Montpellier, n'est-ce pas? Et les lattes sont certainement venues dans le comté de Provence, qui était indépendant du royaume de France, après l'exécution de 1306. Donc, bonnet de latte épouse Régine Abraham, et leur contrat de mariage est enregistré chez notaire. Mais après être passé devant un appareil juif, évidemment, parce que le contrat de mariage évoque l'instrumentum hebraicum, la ketouba, qui a été préalablement enregistré devant un appareil juif. Donc j'avais le plus beau contrat de mariage de mon corpus documentaire, parce que la moyenne de 150 contrats de mariage tournait autour de 250 à 300 florins. Là, avec 2000 florins, j'étais déjà très enthousiaste. Et dès la cancellation de cet acte, quand le notaire barre l'acte en disant que tout est en règle, le document signalait que la dite Régine, née Abraham, épouse de l'acte, ne s'appelait plus ainsi, elle s'appelait désormais Catherine Sicolès, et que 3 ans après ce mariage richissime de 1469, donc en 472, elle était devenue la néophita, c'est-à-dire la nouvelle chrétienne, Catherine Sicolès, et que, tenez-vous bien si vous permettez, elle avait épousé aussitôt le secrétaire du roi René. Donc, intuitivement, déjà à l'époque, en 1984, j'avais le sentiment qu'il fallait creuser et que j'étais au début d'une histoire incroyable. Une juive, certes riche, de Provence orientale, qui quitte les rangs de son peuple pour entrer dans la belle société de cour aixoise, pour épouser le secrétaire du roi René. C'était vraiment quelque chose de plein de promesses. Et mon maître, Georges Duby, qui a beaucoup travaillé sur les femmes, avait trouvé aussi le dossier presque explosif. Et je n'ai pas été déçue, je ne vais pas tout vous raconter. Dans ce livre, Régine a eu 4 maris. C'est fort. René Belat, il s'est avéré que ça a été son 2e époux, parce que, après avoir publié ce livre en 2017 qui reprenait une thèse d'État, j'ai eu un courriel d'un généreux chercheur de Haute-Provence qui me disait « Mais je crois que votre Régine a eu un premier mariage dès 1460 avec un Abraham de Saint-Maximin. » Et effectivement, j'ai publié le document après, dans Provence historique, dans ce livre, La 4 maris, et je vous dirai donc qu'elle en a eu 5. Alors pour faire bref, je vous dirai donc qu'elle épouse le secrétaire du roi René Gilibert, qui s'est avéré être, selon une lettre du roi René, un convertisseur invétéré. Et la lettre du roi René qui dénonce ce fait
commis par Gilles Gilbert, dit qu'il aurait converti de force une fille de maître Massif Abraham, le médecin de Draguignan. Donc, la boucle, quelque part, se permet. Elle aurait épousé soit son convertisseur, soit Gilles Gilbert aurait converti une de ses sœurs. J'ai trouvé le dossier des deux sœurs. L'une, Bonne-Donne Abraham, qui a épousé en premières noces un juif de Pertuis, semble être soit veuve, soit divorcée, et elle est, avant le premier mariage de Régine, elle semble être une néophytale aussi, du nom de Guilhelmette de Village. Et des Villages, Jean de Village a été le neveu de Jacques Coeur, autant dire qu'elle a été parrainée par une grande famille du midi de la France. Parce que ces néophytes, quand ils se convertissaient, prenaient les noms, les prénoms et les noms, les patronymes, des parrains chrétiens qui se portaient en quelque sorte garants de la fiabilité de leur conversion. Donc, sa sœur est déjà parrainée par une grande famille, elle s'appelle Guilhelmette de Village. Et elle a une troisième sœur, dont on ne connaît pas l'identité juive, que j'ai appréhendée en tant que néophyta, Charlotte, qui a été parrainée par le roi René et par la reine et par le duc de Calabre dans sa conversion. Elle s'appelle Charlotte. Donc voilà trois sœurs issues des judaïcités de Provence orientale qui pénètrent dans le milieu de cour et qui ont certainement été sollicitées parce que c'était de riches héritières, mais qui m'ont permis, moi, de bâtir cette histoire autour de leur comportement. Leur conversion précoce se situe à l'époque de roi René, dans les années 1460-1470. Ce sont des conversions à la périphérie des communautés. Ce n'est pas très fréquent, et ces conversions de filles et de femmes sont rares. Des conversions forcées, dans la Provence médiévale, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Rien à voir avec le contexte ibérique, où on a eu des conversions forcées massives en 1391 lors des émeutes qui ont atteint les communautés juives de Catalogne et d'Espagne. Donc là, je vous dirais qu'à l'époque du roi René, les Juifs vivaient presque heureux. Tout alentour, ils avaient été expulsés, le royaume de France les avait expulsés, ils étaient exclus du Languedoc. Une communauté subsistait dans cet îlot provençal et évidemment payer la talia ideorum, un impôt sur leur propre communauté, mais au XVe siècle, les communautés s'étaient vraiment reconstituées après le fléau noir de la peste noire de 1348, et les communautés, on peut les appréhender chez les notaires à travers tous les actes de leur quotidienneté. Ils allaient chez le notaire chrétien pour enregistrer leur mariage, mais également pour acheter une mule, pour échanger une étable contre une cour ou du bétail. On les voit véritablement évoluer grâce aux scribes chrétiens qui enregistrent tous les actes de leur quotidienneté. Et ces notaires chrétiens, ces sources latines, permettent d'observer le mariage juif à cette époque. Alors, Catherine, Régine Catherine, c'est un cas exceptionnel. Je vous dirai que je l'ai suivi donc à travers 4 mariages dans ce livre. Gilles Gilbert, le deuxième mari chrétien, à cause duquel elle rentre dans la société chrétienne, meurt en 1479, elle est donc veuve. On la voit réparer sa belle demeure, place des Prêcheurs. Elle a évidemment quitté le quartier juif aixois. Elle est installée place des Prêcheurs à Aix. Elle fait intervenir le maître verrier et le peintre verrier du roi René pour la réfection de sa demeure. Donc, véritablement, elle fait partie presque de l'élite aixoise, encore que son passé juif demeure. On sait qu'elle est anciennement juive tout de même. Mais elle est donc à Aix-en-Provence, elle est veuve, et elle épouse un troisième individu, juriste, Étienne Jean. Et alors qu'elle vient de l'épouser,
épousé, elle fait une donation à un quatrième individu, Simonas, en disant qu'elle n'a pas de famille, elle vient de perdre sa demi-sœur, dont je vous ai parlé, qui est enterrée à Saint-Maximin. Elle demande d'ailleurs à être enterrée auprès d'elle, à Saint-Maximin, et non pas auprès de J.D. Gilbert, ce mari chrétien, qui s'était choisi. Et elle fait donc un don à un quatrième individu en disant qu'elle est sans famille. Et en général, l'épouse d'Étienne Jean, on ne voit pas pourquoi elle aurait fait un don à un quatrième individu. Et en fait, d'ailleurs, pendant ma soutenance de thèse, j'avais dit, ingénument, mais pas tellement ingénument, je voulais avoir la réaction de Georges Duby, j'avais dit, mais elle fait un don à un quatrième individu, elle dit qu'elle est sans famille, mais quand même, elle vient de se marier avec Étienne Jean, pourquoi se dit-elle sans famille? Elle dit qu'elle se sent seule. Et Georges Duby avait rétorqué avec beaucoup d'humour, on peut être marié et se sentir seul. Voilà. Donc, Simona, ce quatrième individu, il s'avère qu'avec lui, elle aurait eu une union libre avant Étienne Jean, que seraient nés 2 enfants hors mariage, à l'époque c'était énorme, et j'ai la séparation de corps et de lien avec le 3e âge. Alors tout ceci, ça paraît simple, mais quand même on est au Moyen-Âge, on est à la deuxième moitié du XVe siècle, à la fin du XVe siècle, et avoir de telles pépites documentaires, c'est quand même rarissime. Je vais devoir voir, pardonnez-moi, excusez-moi. Mais je possède 3 testaments la concernant. Fil-les-en, elle teste et elle change le contenu de ses volontés testamentaires. Sachez qu'elle ne lègue rien à ses 2 enfants nés hors mariage, mais qu'elle va tout léguer à un petit neveu Léopold qui entre au Parlement d'Aix-en-Provence et qui a une très belle destinée. À terme, je dirais qu'elle a été peut-être une ambitieuse, elle a quitté sa communauté d'origine, elle pénètre dans le milieu de cour en épousant peut-être un convertisseur, en tout cas un personnage qui a été dénoncé par le monarque lui-même. Et grâce au fait que j'ai pu les suivre de 1460 à 1525, à travers tous ces documents très précieux, elle m'a permis d'observer tous ses contemporains, tant juifs que nouveaux chrétiens. Elle m'a permis d'observer dans les registres de notaires le comportement de ces anciens coreligionnaires après l'expulsion des Juifs en 1500. De 1500 à 1525, on voit tous ces anciens coreligionnaires, ceux qui restent en Provence, changer, opter pour la religion majoritaire pour pouvoir rester en Provence, conserver sans doute leurs biens. Et de toute façon, à cette époque-là, il était difficile d'émigrer. L'Europe s'était fermée aux Juifs, il n'y avait guère que l'Italie, les Balkans, une mer de l'Est pour l'Afrique du Nord, et le Comtat médecin tout proche. Donc la moitié du judaïsme provençal, à la veille de l'expulsion, ils ne sont plus que 2000 individus, la moitié du judaïsme provençal, 1000 individus, optent pour le christianisme imposé et changent d'identité. Ils vont être imposés en 1512, il y aura un impôt sur les néophytes, où on donne la liste des chefs de feu imposés. C'est très précieux parce que grâce à ces listes de néophytes, on peut les suivre chez les notaires contemporains et voir qui est qui. Quand on a un Guillaume de Roquebrune qui est taxé pour Aix et qu'on retrouve chez les notaires un José de Lunel, à présent appelé Guillaume de Roquebrune, c'est sans ambiguïté, on a la preuve tangible que l'un est l'autre, que l'un est anciennement l'autre. Donc, elle m'a permis donc d'observer pendant un demi-siècle tous ces contemporains, tant juifs que nouveaux chrétiens. Mais bonnet de l'âme, me direz-vous, très vite, je vous dirais que le malheureux il a été abandonné par Catherine, qu'il a quitté au bout de 2 ans et demi de vie conjugale. Elle l'a quitté
Il se reconstruit. D'abord, il doit rembourser la partie de la dot mirifique qu'il avait reçue. Il restitue une partie de la dot, 1200 florins, et il va devenir médecin, dirigeant de sa communauté. Ça devient un notable. Il fonde un nouveau foyer avec une fille de médecin encore. Il faut dire qu'il y avait à l'époque véritablement des oligarchies médicales, les élites, les gens de la médecine aimaient bien contracter des mariages entre gens de la médecine. Et Bonnet de Latte épouse une fille de médecin juif arlésien. Il s'est reconstruit. Mais je vous dirais qu'après la mort du roi René en 1481, le comté de Provence devient français, entre dans la mouvance française, évidemment, les choses vont se gâter. On voit mal comment dans cet îlot provençal, on aurait conservé des communautés juives alors que tout le royaume de France les avait exclus. Et il sent, alors il a eu l'intelligence intuitive de sentir la montée des périls, et dès 1490, donc 10 ans avant l'expulsion, il quitte le comté de Provence, il va à Rome, via Pise, et à Rome, il devient le médecin, l'astronome de 2 papes. Il avait dû peut-être faire la connaissance d'Alexandre Borgia à Pise, et il lui avait prédit qu'il serait pape, et peut-être à cause de cela, ou grâce à cela, il a été nommé le médecin et l'archiatre du pape, et il en devient l'astronome. Il écrit un intro astronomique qui va faire date dans l'Europe scientifique de cette époque. Donc ça devient un personnage très important qui évolue à la cour pontificale. Si sa femme a choisi la cour aixoise, lui évolue dans la cour pontificale de Rome. Il meurt avant elle, il meurt en 1510. Le dernier document que j'ai la concernant date de 1525. Il laisse un fils, Emmanuel de Latte, qui va être médecin en Avignon, dans le Montagne médecin, qui va renouer avec les terres paternelles. Il revient dans le milieu de la France. Il a un petit-fils, Joshua de Latte, qui va être un grand décisionnaire et un grand calviniste. Donc ce Bonnet de Latte a réussi magnifiquement, tout en conservant son fidélisme. Il a fait souche, et quelque part, on est en Occitanie. C'est un produit de la petite ville de petit port limitrophe de Montpellier, là en l'occurrence. Quant à Régine Catherine, femme d'influence, femme de pouvoir, fille richissime, intellectuelle, non. Ces femmes sont des femmes de papier. On sait tout sur leur dot, peu sur leurs sentiments. Ce sont des femmes de papier. Est-ce qu'elles ont été, Régine a-t-elle été attrayante, jolie? En tout cas, sa fortune l'a sans doute aidé à contracter autant de mariages et avoir une vie tellement chargée. Il n'empêche que si elle avait eu une vie simple, on n'aurait pas eu de documents la concernant, et à terme, je lui suis redevable. Je vous remercie. Merci Daniel. En vous écoutant parler, je disais qu'avec Régine, on avait devant nous un féminisme en acte, sans discours idéologique, qu'on pourrait peut-être offrir ça à notre méditation pour nourrir un peu notre problématique. Bon. René Drévin-Susan. Alors vous êtes historienne aussi. Vous avez fait des histoires et de Sciences Po aussi. Alex? Non. Bon. Alors vous êtes chercheuse, enseignante? Oui. Agrégée d'histoire? Oui. Et docteur en histoire contemporaine? Là, je ne me trompe plus. Bon. Et vous avez été reçue à l'Académie des belles lettres et des l'Académie. Je me fais. Oui. Je me fais. Alors, je vais l'embrasser tout à l'heure. Et vos choix de recherche concernent l'histoire de la Shoah, l'histoire des Juifs à Marseille et l'histoire des femmes. Oui, oui, j'ai 2 cordes à mon arc, l'histoire de la Shoah, surtout l'histoire de la Shoah à Marseille et l'histoire des femmes.
Et vous avez aussi des engagements nombreux. Hein, vous êtes présidente donc, de l'association de recherche pour la Shoah, mais vous avez aussi un rôle dans la mission d'étude de la spoliation des Juifs dans le département des Bouches-du-Rhône. Oui. Ça a été mis en place par le CRIF. Oui, j'ai été élue du CRIF et j'ai dirigé la commission mémoire pendant plus de 15 ans. Ensuite, vous avez un rôle important aussi au sein du comité scientifique du Mémorial des Mines. Oui, je fais partie du comité scientifique du Mémorial des Mines et du tout nouveau musée des déportations. Et vous avez fait, je crois, une action dans les relations interculturelles avec, je ne sais pas si c'est une association qui s'appelle Filles d'Abraham en dialogue. Oui, ce n'est pas une association, c'est un atelier de dialogue entre femmes, filles d'Abraham. Le titre de l'association, de cet atelier est tout un programme. Ah, je parle plus fort. Il faut parler plus fort. D'accord. Donc cet atelier réunit des femmes, comme le dit le titre, des filles d'Abraham en dialogue. Donc des femmes des trois monothéismes et même des femmes bouddhistes pour essayer d'élaguer un peu ce qui gêne dans la religion par rapport aux femmes, et chacune dans sa propre religion. Une autre façon de répondre à notre problématique. Oui, mais nous n'avons pas que des intellectuels dans ce groupe. Il fallait le préciser, oui. Bon, vous avez écrit de nombreux ouvrages, les Juifs à Marseille durant la Seconde Guerre mondiale, un dictionnaire des Marseillaises, et puis ce parcours de femmes juives à Marseille qui fait partie d'un collectif. Alors, non, là il y a une petite erreur. Le parcours des femmes juives et assises, c'est un livre à venir. Ah oui, non, je ne parlais pas de celui-là. Vous n'avez pas écrit un parcours des femmes juives à Marseille, leur place dans le militantisme féminin qui... Non, j'ai trouvé. Non, on est en train de fabriquer avec 2016, j'ai trouvé ça. Là Non. Non. Non, il y a une petite erreur. C'est pas grave. Alors, je vais regarder pour Pour la fin, celui que vous préparez, parce que je sais que les Lango participent aussi, cet ouvrage collectif. Oui, c'est l'histoire des Juifs à Marseille, que nous suivons ensemble. Moi pour la partie moderne, Pierre et China pour la partie contemporaine, moi pour la partie contemporaine. Il y a un premier volume sur le Moyen-Âge qui va sortir. Il y a un premier volume sur le Moyen-Âge qui va sortir avec la participation de Noël Boulet et de moi-même. Et le deuxième volume sur la période moderne et contemporaine sera celui de Pierre Echinard et de René Tréventoussaint. Merci, Daniel. Alors, vous allez expliciter sans votre PowerPoint. C'est pas grave, je vais improviser, vous m'en excuserez si c'est un peu maladroit. Alors, tout ce que je vais dire provient de sources. Vous n'entendez pas? Ah ben, regarde là, j'embrasse le micro. Comme ça, comme ça. Là, c'est mieux? Là, vous m'entendez mieux? Merci. Alors, je vais essayer d'être le plus près possible. Je disais que j'allais parler à partir de deux ouvrages. Un qui est déjà sur la table et qui s'appelle Le Dictionnaire des Marseillaises, qui est un ouvrage collectif que j'ai, moi, coordonné, dans lequel j'ai tenu à inscrire des juifs, parce que notre objectif, c'était de sortir les femmes de l'invisibilité où elles étaient. Donc voilà là une des conceptions du féminisme en histoire. Le deuxième, c'est un livre à venir qui s'appellera Parcours de femmes juives et à lui. Pourquoi et à lui? Parce qu'il y a bien sûr des parcours de femmes juives, et ces parcours de femmes juives font l'objet actuellement
d'une émission radio qui a lieu une fois par semaine, et à Lille parce que ce sont des juifs d'honneur. Elles ne sont pas juives, mais elles ont œuvré pour les juifs, et je peux citer l'exemple de Charlotte Delvaux. Alors, vous expliquez d'abord que l'histoire des femmes est très diverse. On la trouve dans le monde entier, alors géographiquement et au niveau de la signification. Ma méthode consiste à partir du plus large pour aller vers le plus étroit, du général vers l'intime. Donc je vais commencer par le général et je vais vous dire que les femmes ont été dans l'histoire du monde très souvent invisibles, malgré une présence certaine. Et cette présence certaine, elle remonte à loin. Par exemple, quand nous avions commencé les recherches sur les femmes à Marseille, il y a un chercheur canadien, une chercheure canadienne, qui nous a dégoté une Sarah de Saint-Gilles, qui était médecin à Marseille au Moyen-Âge. Donc, c'était la présence de ces femmes dans l'histoire. Alors, on en a retrouvé beaucoup d'autres, mais j'en arrive à dire aussi qu'il y a dans l'histoire, et au niveau géographique, et au niveau du sens, il y a des prémices qui annoncent l'importance, l'émergence des femmes dans cette histoire. Je veux parler par exemple de noms que vous connaissez certainement aux États-Unis, Emma Goldman, qui est une anarchiste célèbre et qui a œuvré énormément pour le parti anarcho-socialiste. Il y a du côté allemand Luxembourg, qui a joué un rôle extrêmement, Rosa Luxembourg, qui a joué un rôle extrêmement important et qui toute sa vie a plaidé pour la même cause, le pacifisme. Donc ces prémices existent, ces femmes existent. Mais sous l'influence des années 70, là on a un tournant dans l'épistémologie de l'histoire des femmes, et les femmes prennent vraiment leur rôle. On a des femmes qui émergent, que ce soit leur salle, c'est pas très connu, on pense que les femmes féministes ont émergé essentiellement du côté libéral. Vous en êtes la représentante la plus brillante, je peux dire. Mais il y a des femmes qui ont fait émerger le féminisme orthodoxe, parce qu'il y a un féminisme orthodoxe. Et donc, on les retrouve beaucoup en Israël, elles ont un rôle évident. Je vais en citer qu'un exemple. Un, parce que vous connaissez certainement le frère, Yeshayahu Leibovitch. Eh bien, peut-être ne connaissez-vous pas sa sœur aînée, Nechama Leibovitch. Nechama Leibovitch était plus brillante que son frère, qui a écrit un commentaire de la Sidra en plusieurs volumes, qui est extrêmement important, qui était une maîtresse femme en Israël, qui n'a jamais voulu se plier à quelque ordre que ce soit. Et donc, c'est bien la présence d'un féminisme orthodoxe. Et donc, c'est bien la présence d'un orthodoxe. Ah, pardon, excusez-moi. J'espère parce qu'ils n'entendent pas, donc ça vous intéresse, c'est bien. Ça marche. Là, c'est bien. Oui, ça va. Bon, je vais essayer de faire attention. Donc, je disais que Nechama Leibovitch est un des prémices de ce tournant épistémologique, mais elle n'est pas la seule. Je voudrais citer
présenter maintenant du point de vue géographique quelques exemples de femmes qu'on retrouve dans tous les temps. Connaissez-vous ces espionnes israéliennes qui ont joué un rôle extraordinaire dans le Mossad? Connaissez-vous cette femme extraordinaire, espionne pour le Mossad, qui s'appelle Yola, et qui a fait sortir avant l'opération Moïse, bien avant, des milliers d'Éthiopiens pour les sauver et pour les amener en Israël. On y a déniché un hôtel abandonné en plein Soudan, en plein désert. On y a déniché un hôtel qui a été complètement abandonné sur le plan tourisme. Elle l'a rénové, elle a fait en sorte qu'il redevienne un hôtel accueillant des hôtes de marque venant visiter la région. Et pendant la nuit, elle faisait venir des Éthiopiens en camion. Eux avaient passé quelque chose comme 900 km clandestinement pour leur faire ensuite prendre un bateau et pour les emmener en bateau vers Israël. Vous voyez donc que les femmes jouent leur rôle partout. Connaissez-vous encore ces femmes, et maintenant je vais me rapprocher de ma région, connaissez-vous ces femmes qui ont joué un rôle important dans la résistance juive à Marseille? Je veux parler d'Hélène Tesch, je veux parler d'Hélène Kogolaine. Hélène Tesch était une Bessarabienne. Elle est venue pour échapper à la police de son pays. Elle est venue à Paris d'abord, où c'était une communiste. Elle a donc œuvré parmi les communistes parisiens. Si je fais le parallèle avec Hélène Kogolaine est un peu le même genre de femme. C'est une fille qui faisait le mur à 14 ans, et qui, oui, sans doute, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a fui son pays, c'était la Serbie, parce qu'elle aussi risquait d'aller en prison. Sa mère lui met un petit pactole dans sa culotte et la met dans un train en direction de Marseille. Pourquoi Marseille? C'était avant la guerre. Pourquoi Marseille? Parce que de Marseille, elle allait prendre un bateau pour l'Amérique du Sud, où elle serait en sécurité. Là, elle s'arrête dans un hôtel. Cet hôtel, c'est l'hôtel du Levant. C'est un hôtel qui a été réquisitionné pour accueillir les femmes, qui sera réquisitionné pour accueillir les femmes et les enfants réfugiés à Marseille, juifs. Et puis elle prend le bateau. Elle prend le bateau, et là, elle rencontre celui qui allait devenir son mari, qui était marin sur le bateau qui l'a emmené en Amérique du Sud, en Argentine. Et son mari, enfin celui qui tombe amoureuse, il la ramène clandestinement à Marseille sur le même bateau. Vous imaginez le destin de cette femme? Il la ramène clandestinement sur le même bateau. Arrivé à Marseille, elle l'épouse. Lui, il travaillait dans les établissements Noulibrac. Noulibrac, c'est un géant de l'industrie du vermouth à Marseille. Elle l'épouse. Et en 1934, au moment de l'attentat contre le roi de Yougoslavie à Marseille, on arrête les terroristes, et elle, comme elle parle bien, c'est un serbe, comme elle parle bien le serbe, tout naturellement, elle va devenir l'interprète du tribunal. Un peu plus tard, elle fera partie d'un réseau très important de résistants qui s'appelle Combat,
qui a été créée par quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Henri Freinet, et une femme que j'admire plus que tout, Bertie Allard. Voilà cette femme. Je vais vous parler d'Hélène Tesch. Hélène Tesch, quand elle arrive à Paris, elle va fréquenter les milieux communistes, elle va connaître son mari, Nathan Tesch, et au moment de l'exode, au moment de l'arrivée des Allemands à Paris, évidemment, elle va prendre la route de l'exode et se retrouver à Marseille. À Marseille, elle va rentrer dans la FTP Moy. FTP Moy, Front Tireur Partisan de la main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire les étrangers, les juifs étrangers à Marseille. Et cette femme se baladait sur la Canebière, menant dans le matelas de son landau, du landau de son bébé, sous le matelas du landau de son bébé, elle trimballait des armes pour les résistants. Elle ne s'est jamais fait frapper, elle raconte. Elle aussi, elle avait vécu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Elle racontait qu'un jour, elle transportait des armes pour les résistants, et elle a dû prendre le train, et les armes étaient dans une valise extrêmement lourde. Elle n'arrivait pas à mettre la valise sur le... Voilà. Un Allemand très gentil est venu lui dire « Madame, je vous aide » et puis a pris la valise et l'a mise là. Et c'est cette femme qui va faire le coup de poing, qui va utiliser les grenades et qui va être là le jour de l'attentat contre un hôtel célèbre à Marseille, qui va être le prétexte des rafles qui vont ensuite être le cas. C'est l'attentat du 3 janvier 1943 à Marseille contre l'hôtel Splendide qui avait été réquisitionné par les Allemands et fait de nombreux Allemands. Voilà des exemples de femmes. Je voulais quand même vous parler aussi de l'évolution de féminisme, entre guillemets, de ces femmes à l'intérieur en France. Elles ont été d'une manière générale des dames patronesses, comme dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'elles avaient un rôle derrière le rôle officiel du mari. Ils étaient présidents de consistoire, ils étaient au secrétariat du consistoire, et elles, par derrière, elles avaient créé des associations de bienfaisance, tout comme les chrétiennes d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on appelle les dames patronesses. Et ces dames patronesses, petit à petit, ont évolué et sont allées jusqu'à devenir indépendantes et créer des organismes indépendants. Ça, c'est une des directions de l'éclosion du féminisme en France. Il y a une seconde. Il y a une seconde direction qui est la laïcité. Je veux prendre un exemple connu, c'est l'exemple de Cécile Brunschvicg, qui a été secrétaire d'État au moment du gouvernement Blum. Elle était féministe, acharnée. Elle a créé une association pour le vote des femmes. À l'époque, les Françaises n'avaient pas le droit de vote. Eh bien, elle n'a jamais voulu mélanger sa religion, son judaïsme, à son œuvre, pour la raison simple, qui est la raison de la laïcité. Elle voulait ne pas mélanger les gens. Cela ne l'empêchait pas. Elle ne parlait pas de son judaïsme, mais cela ne l'empêchait pas de parler de ses sœurs en féminité chrétienne et autres. Pourtant, cette femme a épousé en grande pompe à la synagogue de la rue de la Victoire son mari, mais elle se prétendait athée et complètement laïque. Donc ça, c'est la deuxième piste montrant l'évolution des femmes en France. Je vais quitter la France, j'en ai encore pour longtemps, dites-moi, pas trop, non, il faut que je presse. Alors,
Je voudrais terminer par une féministe de l'autre côté de la Méditerranée. On parle beaucoup de féministes américains, israéliens. Je n'ai pas pu vous développer trop les Israéliens, pourtant il n'y en avait pas dire. Mais je voudrais terminer sur une femme qui est particulière. Qui d'entre vous connaît Rabiba Msika? Bon, alors Rabiba Msika a été une chanteuse extraordinairement célèbre en Tunisie, au moment de l'éveil du nationalisme tunisien. Et je vais vous donner un argument pour lutter contre l'idée que les Juifs n'ont jamais été au profit des nationalistes. Elle était nationaliste, elle était féministe et nationaliste. Elle a eu un succès monstre au point de nombreux amants qui l'ont aidée, au point qu'elle a fait une tournée en France et qu'elle est venue à Paris, où elle a côtoyé Coco Chanel, Pablo Picasso, etc. Et elle a fait leur conquête. Et elle était chanteuse, mais elle était aussi, c'est ce qu'elle voulait être, elle était une tragédienne extraordinaire, qui a joué, si vous voulez, c'est la Sarah Bernard tunisienne. C'est vraiment cela. Elle a joué tous les rôles shakespeariens. Et elle faisait de la provocation en jouant des rôles masculins. Et enfin, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'elle a été nationaliste parce qu'elle a fait peur à la France et aux Français qui sont méfiés de ce premier mouvement, puisque un de ceux qui l'ont aidé, c'est le frère du futur gouvernement tunisien, Bourguiba. C'est le frère de Rabib Bourguiba. Et donc, ce Bourguiba l'a aidé, et une des scènes qui ont absolument affolé l'ambassadeur français, c'était qu'elle s'est drapée dans le drapeau national tunisien pour jouer un rôle au théâtre. Et c'est la raison pour laquelle on ne la connaît pas, parce que les Français ont tout fait pour qu'on ne la connaisse pas. Merci. Merci. C'était passionnant. Et c'est improvisé là, nous prenons. Et je voulais seulement vous demander, en dehors de vos travaux évidemment, la négligence de l'historiographie générale par rapport à l'histoire juive, ça a eu beaucoup de conséquences, non, sur l'histoire des femmes juives? Micro. Veux-tu préciser ta question parce que je peux répondre à côté. L'historiographie générale Oui. a négligé l'histoire juive. L'histoire juive. Oui, bien sûr. Ça a des conséquences, forcément, parce que en dehors de tes travaux, au niveau de l'université, est-ce qu'il y a... Alors, au niveau de l'université, il y a, moi je prends l'exemple de l'université de Joly, c'est-à-dire à Aix-en-Provence. Au niveau de l'université, il y a une partie, par exemple, d'un laboratoire de recherche sur l'histoire des femmes, qui s'appelle GFM, et qui fait partie de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Alors, on parle de toutes les femmes. Mais moi, ma spécificité, et en quelque sorte, entre guillemets, ma mission, c'est qu'on parle des femmes juives. Et donc, je suis un peu un cas à part. Oui, voilà, c'est ça que je voulais que vous précisiez. J'avais dit en dehors de votre... Bon, merci encore, merci. Bon, Pauline Belle, Madame le rabbin, je vais essayer de raccourcir, parce que vous avez une longue biographie. Hein. Alors, je commence par dire que vous êtes devenue en 1990 la première femme rabbin de France, que vous êtes titulaire de deux diplômes universitaires, que vous suivez de l'école normale israélite orientale, oui,
Vos études, évidemment, vous les avez poursuivies au collège Léobec à Londres. Et votre thèse, alors j'ai envie de citer son sujet parce qu'il portait sur l'éthique du langage dans le judaïsme. Vous avez aussi étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem et au séminaire conservatif. Je crois que j'ai à peu près fait le tout. Bon, oui. Alors, vous faites partie de l'association des rabbins libéraux, réunissant plus de 2000 rabbins dans le monde, et de l'association des rabbins femmes. Vous avez participé à la fondation de Kérem, le Conseil des rabbins libéraux francophones, et avec plaisir, je veux dire que vous êtes un des rabbins référents de la communauté de Montpellier. Oui. Si elle le dit. Oui. Youssef va le confirmer. Bon, alors vos engagements sont multiples, hein. Je ne vais pas tout citer parce que le temps passe, mais on va retenir celui dans la communauté juive libérale de Paris, où vous êtes aussi connu pour vos nombreuses activités sociales. Et récemment, vous avez créé l'école rabbinique de Paris, où l'on forme des rabbins libéraux. Alors, vos travaux d'écriture sont particulièrement passionnants. C'est À l'ombre du Tamaris, une philosophie de la vie pour aujourd'hui. Isha, dictionnaire des femmes du judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme libéral? Que j'ai lu avec Catherine, bien sûr. Et L'homme c'est infini, avec Catherine Bensaï. Ce cœur au bout des doigts. Et je n'ai pas oublié la Torah pour les lire. Vous pouvez tous la lire en fait. Hein? Oui, nous la lirons tous. Ce livre que vous avez écrit il y a déjà un petit peu de temps, hein, c'est 2018. Alors, il est difficile, on disait tout à l'heure, c'est difficile d'en parler parce que c'est comme le cœur et les trous des doigts ce livre. Hein, c'est des vignettes, des petites chroniques et qui racontent les mille choses. Il y a qui dirait de presque rien, le menu. Mais quand ces petites choses du quotidien, quand en elle, en fait, affleure quelque chose de plus élevé, que vous connaissez Énigmatique, hein, chacun en pensera ou prendra ce qu'il peut prendre, mais il m'a semblé tout de même que tout cela était fait dans l'esprit du judaïsme, où, en dehors des chemins tous faits, on essaie à partir de ce quotidien d'en invertir d'autres qui vous sens. Et je me suis demandé si vous ne poursuiviez pas de manière plus poétique la réflexion que vous aviez entamée dans l'ombre du Tamaris. Oui. Et les deux autres aussi, oui. Mais comme le temps passe et que nous avons le cœur, vous voulez bien nous parler du cœur au bout des doigts? Merci. Je ne sais pas si je vais vous parler de ce livre, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est compliqué d'en parler. Je voulais vous faire part de ma réflexion immédiate. Oui. D'abord, merci pour cette introduction et de la chance que j'ai d'être là aujourd'hui parmi vous, à côté de deux femmes érudites. Et finalement, je me dis quelle plus belle, trois femmes érudites, quelle plus belle illustration que votre titre qui nous chagrinait tout à l'heure. Et finalement, en écoutant parler de ces femmes, je me dis, voilà, c'est un peu la lumière qui arrive alors qu'elles étaient dans l'obscurité. Vous avez mentionné tout à l'heure l'invisibilité, sortir les femmes de l'invisibilité. Je crois que c'est notre travail à tous, et même moi en tant que rabbin, d'essayer de donner une voix à ces femmes qui étaient là, qui ont fait des choses, mais qui ont fait des choses dans l'ombre précisément. Et de les mettre un peu plus dans la lumière pour inciter d'autres femmes à faire de même. Et alors c'est drôle parce que quand vous parliez, je me suis dit mais il faut que je parle de l'exégèse au féminin, et donc j'ai noté le nom de Nechama Leibovitch juste avant que vous ne prononciez son nom, parce qu'évidemment c'est une femme dont on s'inspire beaucoup, et puis il y en a une autre qui s'appelle Aviva Zandberg aussi. Voilà, et je suis sûre que dans cette assemblée, peu les connaissent, et pourtant elles ont écrit des commentaires, comme ça a été dit déjà
déjà qui sont fantastiques. Et donc on a encore beaucoup de travail à faire pour que les femmes se donnent le droit, alors peut-être dans le monde universitaire c'est déjà acquis depuis longtemps, mais dans le monde de l'exégèse ou dans le monde purement j'ai envie de dire presque de la prêtrise, mais c'est du rabbinat, de l'accessibilité au texte. En tout cas en France, ça manque. Ça arrive, ça fait une note, et puis je suis ravie de voir ma jeune collègue de Rabbin Iris Ferreira qui a été ordonnée il n'y a pas longtemps et qui travaille à la fois sur Montpellier et Strasbourg. Et je sais qu'elle sera une lumière pour l'exégèse. Donc voilà, si tu peux me permettre, j'ai été à l'office fait par Iris Ferreira vendredi soir, et la dracha, Iris, je vous en remercie, elle était très belle. Donc voilà, c'est un processus qu'on connaît bien. J'ai envie de citer le Midrash Tanhuma, parce que c'est un Midrash du Moyen-Âge, et donc vous avez cité des femmes du Moyen-Âge aussi. Et ce Midrash, qui est assez révolutionnaire, il essaie d'expliquer pourquoi on parle plus des hommes que des femmes. Donc, qui est cette réflexion-là à cette époque-là. Je trouve ça déjà incroyable. Et puis donc du féminisme à l'honneur, on pourrait dire. Et puis en plus, non seulement il se pose cette question-là, mais il fait parler Dieu. Et il fait dire à Dieu des propos féministes. Et ça, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'il dit, il dit bien que moi, Dieu, j'ai choisi des chefs et des juges qui sont des hommes plutôt que des femmes. C'est parce que les êtres humains font plus attention aux hommes qu'aux femmes, mais moi, dit le Saint béni soit-il, je ne suis pas ainsi. Voilà. C'est absolument incroyable. Oui, et ces textes-là, il y en a. Alors, bien sûr, ce sont des exceptions. J'ai non plus. Voilà, il y a beaucoup de sexisme dans nos textes, y compris dans la Torah. Mais ces textes sont là. Et on peut, encore aujourd'hui, c'est donc un des textes que je finalement parle pas à mon livre, dans une petite lunette qui s'appelle Question de genre, on peut, sans tordre le texte, trouver à l'intérieur du texte de la Torah des propos qui soutiennent notre volonté d'égalitarisme. Et alors, donc, je prends cet exemple-là parce qu'il est venu en étudiant, c'est que de l'histoire de la création d'Adam et Ève, on ne retient qu'une ou deux choses. Enfin, si je vous dis Adam et Ève, vous allez me dire la côte. Bon, déjà, question de traduction, c'est là, ça peut être le côté du temps, la côte. Il se trouve que dans un mythe sumérien, il y a aussi une histoire de côte. Le mythe sumérien, c'est inspiré de la Torah pour essayer de détacher la Torah aussi pour une son d'écriture. Et si je vous demande quelle est la punition de l'homme, vous allez me dire d'avoir contrevenu à l'ordre divin de l'arbre qui était au centre du jardin. L'homme a été puni comment? Chassé du paradis. Ça, c'est encore une autre histoire, je la mets juste de côté. C'est, voilà, travailler à la sueur de son frère. Ok. Quelle est la punition de la femme? Ok. Tu accoucheras alors dans la douleur. D'ailleurs, le mot Itzavot peut être traduit par dans la réflexion, ce qui change tout. D'ailleurs, le judaïsme n'a jamais pensé que c'était une condamnation définitive, puisque d'un côté du travail, on a inventé les moissonneuses batteuses, et de l'autre, pour la douleur, on a inventé la péridurale. Donc ça veut dire qu'on était capable de contrevenir à une forme de condamnation de violence. Ceci dit, voilà, ce qu'on retient, c'est ça, c'est que tu accoucheras dans la douleur, et pourtant il y a une suite à ça, que personne ne connaît, presque personne, on va dire. C'est la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Donc c'est la condamnation de la femme. On ne le connaît pas parce que c'est pas très populaire aujourd'hui. Voilà. Mais donc c'est dans ce texte vient justifier la domination de l'homme sur la femme. Et en fait, quand on relit le texte, on s'aperçoit qu'il y a
plusieurs histoires de la création. Et la plupart disent qu'il y a 2 récits de la création. Ils ne datent pas de la même époque. Le plus connu, c'est celui qui a été souligné par les chrétiens, parce que c'est de là que découle toute la doctrine du péché originel et donc du fait qu'on a besoin d'un sauveur pour racheter l'humanité. Mais en fait, ce récit, il commence à partir de Genèse 2.4. Il y en a un avant, et celui-là est égalitaire. Alors d'habitude, les discours féministes s'arrêtent là, c'est-à-dire on dit, et c'est très bien, je reprends ce discours à mon compte aussi, c'est qu'il y a une histoire égalitaire, l'homme et la femme ont été l'image de Dieu, masculin et féminin, l'image de Dieu, ou mâle et femelle plutôt. Et ils sont d'une égale dignité. Puis, il y a la deuxième histoire qui est une histoire qui est sexiste, celle que je viens de vous citer tout à l'heure, qui justifie la domination de l'homme sur la femme. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une troisième histoire de la création. Et la troisième histoire de la création, eh bien, elle est de l'égalité. Et en fait, là, on se trouve, et c'est ce que j'explique dans cette petite vignette, on se trouve dans une structure concentrique qui est propre à l'écriture biblique, c'est-à-dire qu'on part d'une situation, on glisse dans une autre, et on revient à la première situation. Donc c'est cette structure concentrique qui est propre à l'écriture biblique. Et finalement, donc de là, je me suis dit, mais au fond, on nous dit l'idéal. L'idéal, c'est il n'y a pas de domination d'homme sur la femme. On nous explique qu'il y a eu un problème de transmission d'ordre et que ce problème de transmission d'ordre a fait que chacun a pointé le doigt sur l'autre en disant, quand Dieu a dit, mais qu'est-ce que t'as fait Adam dans la vie, c'est elle, la femme que tu m'as donnée. Et Ève a dit à son tour, c'est le serpent qui m'a fait désobéir. Donc on a la dégringolade qui mène à la domination d'une moitié de la population sur l'autre. Et puis on a le retour au projet divin peut-être. En tout cas c'est comme ça que je veux le dire. C'est-à-dire que le sexisme est une anomalie. Et dès qu'on ne se parle pas correctement, ça je reprends ce que Linéaire dans ce magnifique livre, il s'appelle L'exil de la parole, et il souligne le fait que Adam et Ève ne s'adressent jamais la parole. Quand on se parle là, et on arrive à des jeux de domination dont on n'arrive pas à sortir, et si on réintroduit une parole éthique, donc c'est ma thèse rabbinique, eh bien, on peut parvenir à une forme d'égalité se regarder les yeux dans les yeux. Je ne veux pas parler plus de mon livre, mais je voudrais favoriser l'échange pour le temps qui nous reste. Oui. Seulement, si vous me permettez, cette vignette sur la question de genre, elle se termine, ça pourrait être la conclusion avant de passer la parole. Sachons ne pas opposer mais réunir, et au-delà d'une apparence, percevoir dans l'âme de l'autre l'unicité de l'étincelle divine. Alors, je pense que maintenant, vous pouvez poser toutes les questions. Je vais transmettre le message. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. Moi, j'en avais une qui essaie d'expliciter un petit peu l'intitulé de la conférence, ou de cet échange. À l'origine, c'était l'idée que les mondes juifs ne sont pas tous identiques par rapport à la parole de la femme et par rapport à la possibilité pour la femme d'exprimer une volonté d'étude, une volonté de paraître, et que donc c'était intéressant d'analyser cette situation de la femme dans les mondes juifs. Et peut-être que c'est pas la même chose dans le judaïsme libéral et dans le judaïsme orthodoxe, que c'est pas la même chose dans un judaïsme méditerranéen ou ashkénaze. Enfin, il me semblait qu'il y avait une question qui était intéressante à poser de ce point de vue-là. Quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais dire... Oui, on a un micro. Oui, j'ai donné l'exemple de Régine parce que j'ai travaillé sur elle de longues décennies et que j'ai publié 2 livres sur ce personnage, mais à travers l'étude des registres de Luther de cette époque, la femme juive à cette époque apparaît beaucoup plus active que sa consoeur chrétienne. Par exemple, dans la ville d'Arles,
dans la deuxième moitié du XVe siècle. Elles sont 30 couturières juives. Elles sont actives. À Aix-en-Provence, on voit beaucoup de petites mains à la cour du roi René. Elles sont juives. Il y a Belgesson, Astruguette, Bellette, Sarrette qui travaillent pour adouber les rideaux à la cour du roi René. Donc cet aspect est assez intéressant et mes collègues qui travaillent sur les mêmes archives mais qui se penchent sur les dossiers chrétiens admettent que les juifs sont plus actifs que leurs consoeurs chrétiennes. Voilà, ça, à cette époque, c'est intéressant de le dire. Sarah de Saint-Gilles, oui, elle est connue, hein, qui arrive à Marseille, et ça montre aussi que des juifs de Saint-Gilles, après l'expulsion de 1306, viennent dans le Provence, qui accueillent nombre de juifs languedociens. Moi, les familles que j'étudie au XVe siècle, ça s'appelle de Bosquière, de Carcassonne, de Vinel, de Millau, de Latte, évidemment, avec l'exemple de Bonnet. Donc, Sarah de Saint-Gilles, c'est un exemple particulier, parce qu'elle est, semble-t-il, elle enseigne l'art de la médecine, arte médecine. Elle est connue parce qu'on la reconnaît parce qu'elle enseigne la médecine à Marseille, il y a un étudiant. C'est comme ça qu'elle apparaît. Mais c'est quand même rare, c'est quand même une exception. Cette femme médecin, voilà. Donc, je voulais dire que nos juives médiévales, provençales, étaient très actives. Et quand elles sont veuves, elles prolongent les activités des époux défunts. Et c'est une liberté d'être veuve, en fait. Elles se mariaient très jeunes. Et mariées très jeunes, elles étaient veuves très jeunes, elles se remariaient souvent. Et on a un nombre de cas avec 2, 3 mariages féminins. Voilà. La question portait surtout sur la possibilité de suivre des études, d'aller à l'Yeshiva ou de faire de l'exégèse biblique. C'est pas aussi égalitaire qu'on le dit. Voilà, il y a une aller dans votre sens, c'est qu'on a un exemple fameux, ce sont les filles de Rachid, qui étudient comme des garçons. Et il ne faut pas attendre rien d'elle pour voir des femmes étudier. Mais je voulais ajouter quelque chose à propos des veuves. C'est un classique de dire que les femmes, jusque vers le 19e siècle, jouent un rôle important au niveau économique. Bien sûr, elles sont ouvrières, ça, il y en a beaucoup. Mais pour jouer un rôle important parmi les patrons, il faut être veuve. Donc, on a des exemples très fameux. Rosine Loliprat a fait prospérer l'entreprise Loliprat après qu'elle ait pris les rênes de cette entreprise à la mort de son mari. Donc, c'est un classique de dire ça. Par contre, ce que l'on souligne dès le Moyen-Âge, c'est que les femmes juives peuvent jouer un rôle au niveau de la manufacture, si vous voulez, la manipulation, par exemple. Les corailleuses juives sont célèbres à Marseille. Merci. Pauline Bell, vous voulez, à propos de l'intervention de femmes sur l'égalité des études? Oui, sur l'étude, alors effectivement, c'est le nœud de l'histoire, parce que qui dit étudier dit savoir, et dans le judaïsme, le savoir, c'est le pouvoir. Donc les Chachamim, les sages, c'est ceux qui ont étudié la Torah. Donc la question de l'accessibilité des femmes à cette étude est essentielle. La question est posée déjà dans le Talmud. Est-ce qu'un homme a le devoir d'enseigner la Torah à sa fille, oui ou non? Donc Rabbi Eliezer dit qu'il vaut mieux brûler les paroles de la Torah que de les confier aux femmes. Et les Ben Hazar dit non, en fait il faut le faire. Donc il y a toujours eu à travers le judaïsme, à travers toutes les époques, un oui et un non. Et puis après il y a eu la discussion sur le contenu. Et le oui-non, il s'exprime de manière emblématique. Alors vous avez cité Rachi avec ses filles, effectivement, et dans son cyclo, Rachi, il dit, par 267, il dit si les femmes, si les femmes ont envie d'accomplir, si elles désirent accomplir les commandements positifs liés au temps dont elles sont exemptes, je ne vais pas rentrer dans la décision parce que ça ne prend pas longtemps, mais en tout cas d'accomplir les commandements qu'elles n'ont pas fait, comme les tefilines,
prière fixe, etc., non seulement elles ont le droit de le faire, mais nul ne saurait les en empêcher. Donc ça c'est Rachi. Rachi, 11e siècle à Troyes. À peu près à la même époque, on a un aussi grand maître que tout le monde connaît, c'est Maïmonide. Et Rambam, Maïmonide, donc il dit sur les Ilchot, les lois d'enseignement de la Torah, il reprend un peu ce que disait à l'époque talmudique, c'est-à-dire il vaut ne pas enseigner les paroles de la Torah aux femmes parce qu'elles risqueraient de les transformer en sottises, en vain bavardage, pardon, par la pauvreté de leur esprit. Donc là, c'est le grand Maïmonide. C'est intéressant d'ailleurs. Et donc, j'ai toujours une petite note de l'éditeur en bas de page, c'est que Rachi n'avait que des filles et Maïmonide n'avait que des garçons. Voilà, ce qui change la perspective. Ce qui montre que, sur votre question, est-ce qu'il y a une différence ashkénaze et séfarade? Il y a des différences dans une même époque de géographie, d'influence extérieure. Peut-être les pays chrétiens, les pays d'islam, c'était peut-être pas le même regard sur les femmes, encore que, mais ça peut jouer. Et puis, il y a aussi des différences de psychologie et d'expérience personnelle. Rachi, qui a ses filles qui l'entourent quand il enseigne la Torah, c'est aussi ça qui lui pose des questions et qui le challenge, lui lance des défis. Ça a aussi donné peut-être un commentaire qui dit elles sont peut-être pas plus bêtes que les garçons, donc pourquoi pas leur enseigner. En tout cas, il y a eu sur ce sujet-là une grande évolution, y compris dans le monde orthodoxe, puisque il y a eu les premières yeshivot pour femmes qui se sont ouvertes en Israël assez tôt finalement. Alors elles n'étudiaient pas la même chose que les hommes, mais de plus en plus aujourd'hui, il y a ce mouvement féministe qui trouve son écho chez les orthodoxes, les conservateurs, les libéraux. Les libéraux l'avaient affiché dès le début du libéralisme comme principe, mais il a fallu aussi du temps pour que ça arrive. Il y a une décision en 1938, par exemple, pour la conférence de Breslau des rabbins libéraux. Il faut attendre l'égalité totale des hommes et des femmes. Y compris dans le rabbinat, il faut attendre en 1972 pour qu'il y ait la première femme rabbin aux États-Unis. Bon, il y a eu Regina Jonas qui a été mère rabbin à Berlin et qui a été déportée. Voilà, mais donc il faut du temps pour faire changer les esprits. Et ça veut dire même aujourd'hui, ça reste difficile. Mais il y a eu des progrès. Aujourd'hui, il y a des femmes rabbins orthodoxes, les rabbotes, voilà, qui sont formées par différentes écoles. Et puis là, récemment, il y a une décision qu'elle devait devenir Yoetzet, conseillère Yoetzet Din, etc. en Israël, ce qui est une révolution. Donc voilà, le judaïsme a quand même ce dynamisme, y compris dans les mouvements orthodoxes. Merci. Il y a la propre. S'il n'y a plus de questions, nous allons. On a terminé parce que. Dernière de chez dernière. Il y a un concept psychanalytique ou psychologique qui révèle le monde entier, c'est le concept de la mère juive. Alors ce concept, est-ce qu'il correspond à la réalité dans le monde juif? Maintenant, je ne parle pas. Parce que déjà, le mari de ma nièce se plaint d'avoir une mère juive. Ils vont que de son juif. Mais voilà, là, ça correspond à la réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de pouvoir? Parce que pourquoi on dit mère juive et pas mère chrétienne, ou mère thaïlandaise, ou mère russe? Il y a un principe particulier pour le pouvoir de la mère. Voilà. Ça ne pas une réalité juive. Ça, je pense que c'est Jacques Turc qui va y répondre. Oui. Parce que la mère juive dans l'humour yiddish, c'est formidable. Oui. C'est un peu le problème de la Méditerranée quand même, la mer juive, du tour de la Méditerranée. Bon, Hélène, on peut clôturer avec Régine et Régina tout de même, il y a des belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Et on va clôturer avec une dame. Voilà, c'est pas sûr.
Ça, c'est des clubs, tu continues. Ça repose de voilà, tu as une semaine, tu as un sous. D'accord. Oui, oui. C'est le premier classe parce que il y avait